Bien. En 1992, le sommet de la Terre a eu lieu à Rio de Janeiro et Helio Oga s'est engagé dans la voie du développement durable, à orienter l'activité de son entreprise dans cette direction. Et alors que les bois de construction avec lesquels il travaillait venaient de la forêt tropicale amazonienne située à quelques milliers de kilomètres de São Paulo, il a pris connaissance du fait que des plantations d'eucalyptus vouées à la papeterie existaient à proximité et que ce bois pouvait se prêter à la fabrication de charpentes lamellées collées. À l'occasion de voyages en Europe et en particulier dans le Vorarlberg, il a pris les conseils de l'ingénieur Konrad Merz et il a été le premier à lancer dans son usine une ligne de lamellées collées en eucalyptus. Je vais lui laisser la parole. Il va s'exprimer en portugais, mais c'est Aline Rodrigues-Lefort qui vous traduira son message. Et à l'issue de son exposé, vous pourrez lui poser quelques questions qu'Aline lui transmettra. Obrigado a todos, especialmente ao professor Lajus, que é mestre na área de madeira. Merci à tous, spécialement au professeur Lajus, qui est un maître en réalisation en bois. E que comandou, organizou esse evento hoje, e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Et qui a organisé cet événement aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Apesar do Brasil ser país em cujo próprio nome a madeira está presente, que é o pau-brasil, a construção em madeira hoje no Brasil ainda não é uma construção muito usada. Le Brésil détient son nom d'un matériau qui est le bois brésil, et malgré cela, la construction en bois au Brésil n'est pas très usitée, n'est pas très fréquente aujourd'hui. A construção em madeira no Brasil ainda é associada ou a construções de alto luxo ou a construções precárias, favelas, instalações provisórias, etc. La construction en bois au Brésil est associée aujourd'hui encore à soit des édifices de luxe, soit les favelas et les constructions pauvres, entre guillemets. Bom, o Brasil é predominantemente país tropical. Le Brésil est un pays tropical. Nós estamos aí entre o trópico de Câncer e o Capricórnio. On est entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. E uma pequena parte do país está numa região temperada, que é a região sul do Brasil. Et une petite partie du pays se trouve au sud du Brésil, dans une région tempérée. Onde predomina a imigração europeia, sobretudo alemães, italianos, espanhóis. C'est là, dans cette région, qu'on trouve les immigrants européens, surtout des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Sem esquecer os portugueses. Sans oublier les Portugais. O Brasil faz divisa com quase todos os países da América do Sul. A grande região amazônica é a região norte. Le Brésil est frontalier de presque tous les pays d'Amérique du Sud, et l'Amazonie se trouve au nord. Fazemos divisa com a França aqui nas Guianas Francesas. Nous sommes frontaliers avec la France aussi, à ce petit endroit qui est la Guyane française. A parte mais desenvolvida e tem maior população é a região sudeste, que é essa região aqui, onde se concentra a maior parte das construções. Et la région la plus peuplée aujourd'hui, c'est le sud-est, où se concentre évidemment la plus grande partie des constructions. Como o professor Lajus falou agora há pouco, eu comecei a trabalhar em madeira em 1978. Comme monsieur Lajus l'a dit, j'ai commencé à travailler en bois en 1978. Com o arquiteto Zanini Caldas, que projetou uma
primeira casa para mim, ele tinha esse método de projetar em cima do papel milimetrado. Avec l'architecte Zanin Caldas, qui a projeté cette première maison pour moi. Il avait l'habitude de dessiner comme ça sur du papier millimétré. Essa era uma casa, ele tinha um sistema construtivo cujos módulos eram sempre múltiplos de 1 metro. Il avait un système constructif que media sempre 3x4, 3x3, 4x4. avec un module qui était toujours le même, enfin à peu près 3x3, 3x4, 4x3. Parfait. E essa construção foi feita adaptando o sistema construtivo. Ele imaginava que seria possível produzir isso em grande escala para atender a demanda de construções populares no Brasil. Il avait l'idée qu'avec sa trame et son principe constructif, on pourrait envisager une construction à plus grande échelle pour loger beaucoup plus de monde au Brésil. A arquitetura dele era uma arquitetura baseada na arquitetura vernacular. Son architecture était basée sur l'architecture vernaculaire. Tradicional que vinha da cultura ibérica portuguesa. L'architecture traditionnelle issue de la culture ibérique et notamment portugaise. E como ele era um autodidata, ele sempre buscou muitos elementos populares na formulação da arquitetura dele. Zanin était un autodidacte et pour travailler, il a fait des recherches et il puisait énormément dans cette architecture populaire et vernaculaire. Esses são aspectos da casa hoje. Essa casa tem uns 40 anos e a madeira está em perfeito estado, é uma madeira tropical. Voici la maison aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle est faite en bois tropical, bois d'Amazonie, et le bois est en parfait état, 40 ans plus tard. Durante esse período inicial de trabalho nosso, que vai de 1980 a 2008, pendant cette première période de mon travail qui va de 1978 à 2008, nós utilizamos só madeira maciça da Amazônia. Nous avons fait des projets exclusivement en bois massif d'Amazonie. A grande vantagem dessa madeira, que tem densidade em torno de 1000 kg por metro cúbico, é a extrema resistência mecânica, a grande resistência mecânica e resistência ao ataque de insetos. Le grand avantage de ce bois tropical, qui a une densité de 1000 kg par mètre cube, bien c'est sa densité, et aussi sa grande résistance à l'attaque des insectes. Esse período, a obra mais conhecida que a gente fez com madeira nativa da Amazônia foi uma outra casa para mim mesmo, projeto do arquiteto Marcos Sakayama. Dans cette période, l'autre édifice important, ça a été mon autre maison, ma deuxième maison, faite cette fois par l'architecte Marcos Sakayama. Eu fiz casas para outras pessoas também, não só para mim. Mais j'ai fait des maisons pas seulement pour moi. No Sumici, no estado de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Essa casa está na cidade de São Paulo, que é uma área metropolitana com 20 milhões de habitantes. Nous sommes ici situés sur l'aire métropolitaine de São Paulo, qui comprend 20 millions d'habitants. Esse é o primeiro estudo do arquiteto Marcos Sakayama. Voici la première étude, la première esquisse de l'architecte Marcos Sakayama. O terreno tem uma queda de 100% em direção ao... É isso, 100%. Le terrain présente une pente de 100%. E, na verdade, eu imaginava que a casa fosse implantada paralela às curvas de nível. Et bien sûr, quand on a commencé à travailler, moi, j'imaginais naturellement qu'il allait implanter sa maison parallèlement aux courbes de niveau. E o arquiteto implantou a 90 graus com as curvas de nível para procurar a melhor orientação possível. A queda aqui é na direção do nascente do sol. Et l'architecte a fait le contraire. Il a implanté la maison à la perpendiculaire par rapport à la pente pour l'orienter vers l'est. La pente est orientée à l'ouest vers le soleil levant.
no caso nosso, no Brasil, os ventos frios vêm do sul e não do norte, como aqui. Dans notre cas, les vents froids viennent du sud et non du nord comme ici. E com isso ele conseguiu buscar nas áreas dos quartos e das salas a melhor orientação possível. Et avec ça, la vue, le vent, la pente, il a cherché la meilleure orientation possible, que ce soit pour les chambres ou pour les pièces de vie. Essa é a fachada nordeste. Voici la façade nord-ouest. E a gente consegue ver aqui bem o sistema estrutural. Et on peut voir ici très bien comment, le schéma structurel de la maison. Ela está apoiada sobre 6 pilares de concreto. Elle est appuyée sur 6 poteaux en béton. E são 4 pavimentos com os balanços sucessivos, né? Et nous avons 4 planchers, dont 2 débordants. Aqui dá para a gente ver a sequência de montagem, né? Ici, on voit la séquence de montage. Num primeiro momento, montamos a torre central. Au début, nous avons monté la tour centrale. E a partir da própria torre central, foram sendo feitos os balanços para os dois lados. Et à partir de la tour centrale, nous avons fait les planchers en porte-à-faux de part et d'autre. E assim por diante até o término da montagem. Et comme ça, jusqu'à la fin du montage. Sim, o seu roteiro está bom. Tem uma situação interessante nesse instante. Il y a une situation intéressante à ce moment-là. Que vizinho, um senhor que morava no mesmo bairro, olhou a obra nessa situação. Il y avait un voisin dans les environs qui un jour a vu l'ouvrage, le chantier, comme ça, qui était à peu près dans cet état. E ficou muito impressionado com a qualidade do andaime. Et il était très impressionné par l'échafaudage. E me perguntou como ia ser a casa. Et il me dit, l'échafaudage est magnifique, comment va être la maison? E eu respondi, eu vou morar no andaime. Je lui ai répondu, je crois que je vais habiter dans l'échafaudage. No Brasil, a ideia de uma construção de 4 andares em madeira, no final dos anos 80... Il faut savoir qu'au Brésil, une construction en bois de 4 étages dans les années 80... Era uma grande novidade, era alguma coisa que as pessoas não estavam acostumadas, né? C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose à laquelle personne n'était habitué. Esses são os desenhos de época. Voici les dessins de l'époque. Hein. A gente desenhava com lápis e papel manteiga. En fait, on dessinait avec un calque, un crayon à papier. Para os estudantes de hoje parece uma coisa exótica, mas era assim que a gente fazia. On dirait un truc exotique aujourd'hui pour vous, mais en fait on faisait vraiment comme ça, évidemment. Esse é o detalhamento das conexões. É bom vocês saberem, né, que era feito um dia assim, né, na mão, porque hoje é tudo eletrônico, não tem essa. Non, c'est bon de savoir quand même qu'on a dessiné tout ça à la main. Ici, il y a toutes les pièces de connexion. E eu mostro esses desenhos de obra porque eles relatam uma situação muito interessante. Je vous montre aussi ces dessins d'exécution, hein. C'est des dessins en vision du chantier parce qu'ils dénotent d'une situation assez intéressante. A gente sempre comenta sobre a relação entre arquitetos e engenheiros. Parce qu'on parle tout le temps de cette relation architecte-ingénieur. E essa obra teve uma característica muito especial. O tempo todo ela foi feita conjuntamente entre o engenheiro e o arquiteto. Et cette maison, elle a la particularité d'avoir été conçue dès le premier instant en co-conception entre l'architecte et l'ingénieur. A concepção da estrutura, que é uma característica que chama muita atenção na obra. Et la structure, qui évidemment a une importance considérable dans cet ouvrage, é do arquiteto. Bah, c'est l'architecte qui a fait le premier schéma. E o executivo da obra foi feito por mim, com o objetivo de reduzir os custos do trabalho, porque era uma época que os recursos eram muito poucos e a minha mão de obra era uma mão de obra barata. Donc c'est l'architecte qui a fait la conception de cette structure et moi j'ai été l'ingénieur, son exécutant.
Et puis, comme j'étais le client, ben, je cherchais tout le temps à faire des économies parce qu'à l'époque, j'avais en plus pas beaucoup d'argent. Bom, aqui nós temos alguns detalhes da fixação dos pilares de madeira na fundação em concreto. Ici, on a quelques détails de la fixation des poteaux en bois sur les fondations en béton. É importante notar que a madeira nunca fica em contato direto com o concreto, sempre há uma transição metálica, né? Jamais le bois n'est directement au contact du béton, il y a toujours une transition par une pièce en métal. Aqui nós temos detalhes das conexões. Toda a estrutura é composta de peças pequenas. A modulação é 3,30 por 3,30. Voici aussi un détail de connexion. Ce sont des toutes petites pièces. Le module de la maison, c'est un module de 3,30 m par 3,30 m. São cubos de 3,30 por 3,30 por 3,30. Donc ce sont des cubes. 3,30 par 3,30 par 3,30. Essas são imagens atuais, a obra está em pé até hoje, passaram-se 30 anos. Voici des images actuelles. Le bois a noirci aujourd'hui, après 30 ans. Essa é uma imagem interna. A nitidez da foto não está muito boa, mas acho que dá para vocês perceberem daí. Voici l'intérieur. La netteté de la photo n'est pas très bonne, mais je crois que vous pouvez quand même percevoir au fond la vue. Não precisa, isso é importante. As temperaturas em São Paulo variam de um mínimo de 10, 12 graus a um máximo de 30 a 32 graus. À São Paulo, il faut savoir que les températures oscillent entre 10 degrés au minimum jusqu'à 30 degrés au maximum. Donc, elle n'a pas vraiment besoin d'être chauffée. E os dias de baixa e alta temperatura ainda são poucos. Então, na média, em torno de 25 graus a temperatura. Et en plus, les extrêmes durent très peu de jours. Donc, en moyenne, on est toujours entre 20 et 25 degrés. Ao longo do tempo, a vegetação cresceu, né? E aqui dá para ver bem a situação da casa em relação ao terreno. Le temps passant, la végétation a poussé et on voit bien ici la relation entre la maison et son terrain, son site. Essa é uma outra obra perto de São Paulo também. Voici un autre projet près de São Paulo aussi. E ela tinha também o objetivo de ser feita com pequenos elementos de madeira nativa ainda. Et elle avait la particularité d'être réalisée aussi en petites pièces de bois, toujours du bois exotique endogène d'Amazonie. Massif. Essa implantação é um conjunto de 8 casas. C'est un ensemble de 8 maisons. Ela tem algumas unidades térreas, algumas com 2 andares. Certaines unités sont de plein pied, d'autres ont 2 niveaux. Então, aí é um aspecto da indústria. Os componentes são painéis, usando peças pequenas, como eu falei há pouco. Voici les composantes de ce projet qui sont des panneaux constitués de petites pièces. Aqui nós temos as peças de piso, né, a laje de piso. Ici, on a les planchers, as paredes. les murs E as peças de cobertura são essas aqui. et les pièces de couverture à gauche. Aí é um aspecto da sequência de montagem, a parte de obra. Cada casa dessa era montada em um mês. Um mês. Ici, on a les photos du montage. Le montage pour une maison a duré un mois par maison. E aí é o conjunto final. Et voici l'ensemble dans son site. E sempre, eu acho, notando aí o trabalho da arquiteta, da Cristina Xavier, é importante. Nesse caso, era um terreno também com muita inclinação, um terreno muito inclinado. Dans ce cas, il y avait aussi un terrain à forte pente. Et l'implantation faite par l'architecte est assez belle. Respeitou a topografia e as casas ficaram discretas dentro. Puisqu'elle a respecté la topographie et elle a réussi à rendre les maisons très discrètes dans leur paysage. Esse é a casa térrea, é uma caixa de um único andar. Voici une maison d'un seul niveau. C'est une boîte d'un seul niveau.
Como sempre, a gente tem um embasamento com material mineral, concreto, e a caixa está apoiada sobre esse embasamento em concreto. La base est toujours en béton et la maison est posée sur cette base en béton, de piliers en béton. Essa é uma alternativa do mesmo sistema com 2 andares. La même, ou en tout cas une dérivée, une variante de la première, ici avec 2 niveaux. Aspecto interno da casa. Aqui dá para vocês notarem que nós não temos grandes problemas de isolamento térmico. L'intérieur, vous pouvez noter que nous, on n'a pas les mêmes problèmes que vous en termes d'isolation thermique. Esse aspecto já da casa em uso, esse é um aspecto importante, né? Mais importante do que fazer uma casa é as pessoas que moram na casa se sentirem bem. Então essas casas, apesar, também voltando ao assunto Brasil, é raro ter uma casa inteirinha em madeira no Brasil. La maison habitée, parce que quand on fait une maison, eh bien sûr, la fin, c'est d'être habité, c'est l'objectif. Mais c'est très important, cette ambiance habitée, d'habiter dans une maison tout en bois, parce que c'est quand même très très rare au Brésil d'habiter dans une maison qui est entièrement en bois. E as pessoas que habitam as 8 casas, todas elas ficaram muito satisfeitas em viver dentro dessas caixas de madeira. Et les 8 familles qui vivent dans ces 8 maisons sont toutes très satisfaites d'habiter dans des boîtes en bois. Bom, a partir de certo momento, há uns 10 anos atrás, il y a environ 10 ans, après plusieurs années de construction, comme ça, nós paramos de trabalhar com a madeira da Amazônia. On a décidé d'arrêter de travailler avec le bois de la forêt amazonienne. Apesar de todo o material nosso vir de áreas certificadas de manejo sustentável, même si tout notre bois était tracé et était certifié, et, nós tínhamos um problema que é a distância entre a região que a gente estava retirando madeira e a região sudeste, onde a gente tem a maioria das nossas obras. On s'est posé le problème de cette distance entre la région où on allait prélever le bois et la région où notre entreprise édifie et construit ses projets. 4000 km. E transportar em 3.650 quilômetros em cima de um caminhão movido a óleo diesel era uma contradição dentro da ideia que a gente tinha de uma construção sustentável. Transporter du bois sur 3650 km dans un camion diesel, au final, c'était une idée un peu contradictoire avec nos principes de développement durable et environnementaux. As questões das distâncias de transporte no Brasil são muito importantes porque o país é muito grande. La question du transport au Brésil est une question très importante parce que c'est un très grand pays. No sentido norte-sul, leste-oeste, em linha reta, são 4.000 quilômetros. Du nord au sud, est en ouest, en ligne droite, il y a 4000 km à chaque fois. Comparando aqui com a Europa, entre Londres e Moscou tem 2.500 quilômetros em linha reta. Londres-Moscou, 2500 km en ligne droite. E entre Roma e Estocolmo, também mais ou menos 2.500 quilômetros. Rome-Stockholm, 2500 km aussi en ligne droite. Atualmente nós estamos trabalhando com madeira plantada de eucaliptos. Alors on a décidé de travailler avec du bois issu d'une forêt plantée. Et ce bois, c'est de l'eucalyptus. É uma madeira folhosa de média densidade, 700 kg au mètre cúbico. C'est un bois, un feuillu, avec une densité moyenne, 700 kg par mètre cube. E a distância entre o nosso fornecedor de madeira e a fábrica hoje são 600 quilômetros. Et la distance entre notre fournisseur de bois et notre usine aujourd'hui est de 600 km. Ainda é uma distância muito grande. Ça reste une distance très importante. E nós estamos trabalhando agora, iniciamos um plantio a 250 quilômetros de São Paulo para diminuir ainda essa distância de transporte. Você mesmo? Sim. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de planter moi-même des arbres à 200 km de mon entreprise.
É pena que eu não trouxe fotos do plantio, mas é bonito também. J'ai pas de photo de ma plantation, mais elle est très belle. Hoje nós temos uma empresa de madeira laminada colada, de pequeno porte ainda, apesar de ser a maior do Brasil. Bah, du coup, on s'est équipé d'une usine pour faire du bois lamellé collé. Elle est très petite, mais c'est la plus grande du Brésil. Nós temos um sistema de colagem semiautomático. Un système de collage du bois semi-automatique. E uma máquina de comando numérico, o Handiger Et K2, une machine à commande numérique allemande que faz a parte de usinagem das peças. qui fait la partie d'usinage des pièces. A primeira obra importante que a gente fez com madeira laminada colada foi uma cobertura para um aras. Le premier projet que nous avons réalisé en bois lamellé collé, c'est une toiture en fait. C'est un préau pour un haras. Ainda no estado de São Paulo, mas numa região de uma serra, uma região montanhosa em torno de 1.500 metros de altitude. Toujours dans la région de Sao Paulo, mais à 1500 mètres d'altitude dans une région plus montagneuse. A grande característica dessa obra é um balanço de 12 metros. La grande caractéristique de cet ouvrage, c'est ce porte-à-faux de 12 mètres. Aqui nós temos um tramo interno em torno de 1 metro, de 79 centímetros, e um balanço para o outro lado de 12 metros. On a un support central qui fait presque 1 mètre, 79 centimètres, et puis de part et d'autre, cette couverture qui fait plus de 12 mètres de part et d'autre. Essa é uma ilustração da composição das peças. O comprimento total da peça é 25 metros. Voici une illustration de la composition de cette pièce qui au total fait 25 mètres de long. Ela foi feita a partir de 4 peças menores por uma questão de transporte. Réalisée en 4 pièces pour une question de transport. Aí são fotos da montagem dos pilares. Voici une image du montage. Aí já são a colocação das duas peças centrais, das duas vigas centrais. Et là, le cœur des 2 pièces centrales. Aí são os detalhes de fixação, de conexão entre as peças. Ça, ce sont les pièces de fixation et de connexion entre les grandes pièces de bois. E esse é um aspecto final, ressaltando novamente a questão do balanço, né? Et voici l'aspect final de l'ouvrage. Esse é um projeto do arquiteto Mauro Munhoz. C'est un projet de l'architecte Mauro Munhoz. E a importância para nós foi demonstrar a possibilidade que o material trazia, ou seja, que a madeira deixava de estar presa pela limitação da árvore, né? Do tamanho da árvore. Là, en fait, on voulait prouver que finalement, avec le lamellé collé, on s'affranchissait de la dimension de l'arbre. Os arquitetos têm, no laminado colado, uma liberdade formal que eles teriam ou no concreto ou no aço, e que na madeira maciça era impossível em função da limitação do próprio tamanho da árvore. En fait, on a trouvé dans le lamellé collé une liberté assez proche de celle de la construction en béton ou en acier, finalement. Aí são diversos aspectos. A cobertura se destina a eventos para venda de cavalos, né? En fait, ce préau il sert à abriter une activité en fait de vente de chevaux. E o grande desafio, isso é uma solicitação do cliente, é que as pessoas que estivessem aqui nessa área não tivessem nenhuma interrupção em relação à vista. Et en fait, on a simplement cherché à supprimer des poteaux parce qu'on voulait que D'ailleurs, c'était le client qui nous avait demandé que lorsque les acheteurs de chevaux viennent, ils puissent avoir la vue dans son intégralité, sans être recoupés par des poteaux. E aqui a gente consegue perceber a situação. Nós temos uma vista de cerca de 40 quilômetros para lá, e a intenção do cliente era que entre o recinto de exposição e o picadeiro
a vista não tivesse nenhuma interrupção. On a une vue d'ici sur la montagne, on a une vue à 40 km. Et donc voilà, quand on est sur la tribune qui descend entre le préau et qui descend, on n'a aucun obstacle pour cette vue. Aqui é uma outra obra do mesmo arquiteto, em São Paulo também. Un autre projet du même architecte à Sao Paulo aussi. Só que próximo ao mar. Aqui é um canal. Mais cette fois, on est proche de la mer. E também aqui nós temos mais um exemplo dessa questão da liberdade para os arquitetos poderem projetar em madeira com formas que em madeira maciça seriam muito difíceis. Là, on a un autre exemple, comme quoi le lamellé-collé permet de dessiner des formes qu'on n'aurait pas pu avoir avec la même facilité en bois massif. Esse é o primeiro estudo do arquiteto. Voilà la première esquisse de l'architecte. Uma solução mais convencional. Quelque chose d'un peu conventionnel. E durante o desenvolvimento do projeto, nós acabamos alterando a disposição das peças e criamos essa ventilação, porque o lugar é um lugar muito quente, para garantir uma ventilação, e isso está virado para o sul. Et au fil des études, on a comme ça altéré la forme première, soulevé sur les côtés, et surtout au centre, pour permettre une ventilation naturelle. Aqui um detalhe do pilar, um pilar em V. Ici, on a le détail du poteau, qui est un poteau en V. E aí um aspecto já da estrutura montada, com a abertura para a saída do ar quente. Et vous voyez la structure montée, terminée, avec cette ouverture, cette interruption de la couverture pour la circulation de l'air au centre du préau. Esse vão aqui é em torno de 14 metros. Ici, on a une portée de 14 mètres. Agora nós já estamos saindo de São Paulo. Então, é uma outra obra no Nordeste brasileiro, no estado da Bahia. Allez, on sort de São Paulo et on va à Bahia. É uma obra da Bernardes Arquitetura. Nós temos um mar aqui, uma área, um mangue. Uma área plana alagada. Il me manque un mot là. Donc il y a la mer, ça on a compris. La mer, mangue. Aqui é uma falésia. Essa região é uma falésia e no alto a casa está aqui. Deixa eu mostrar a foto seguinte. Sabe. Oui, la mangrove. Como? Mangrove. Mangrove. Falaise, deuxième falaise, on est tout en haut. Uma aula de geografia. Então, ela está implantada bem no alto da falésia, né? Aqui é o mangue e depois é o mar. O interessante dessa obra é que ela retoma, de certa forma, as formas que o Zanini usava. Lá no começo a gente falou de uma arquitetura ligada à tradição. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il reprend la forme du début, les formes dont on parlait avec Zanine, les formes un peu primitives. Com uma adaptação. Na verdade, nós temos uma viga principal em madeira laminada colada e um tirante em aço. En fait, on a donc deux poutres, une ferme et avec un tirant en acier. Normalmente essa peça aqui é feita em madeira dentro da arquitetura tradicional. Alors, à l'endroit du tirant en acier, dans l'architecture traditionnelle, il y aurait une pièce de bois. Aqui nós temos o detalhe da fixação das peças metálicas. Le détail des fixations des pièces métalliques. E o aspecto final da obra, que remete muito à arquitetura portuguesa colonial. Et le projet fini, qui a beaucoup à voir avec qui a une relation avec l'architecture coloniale portugaise. Importante. Essa é uma casa de praia, uma casa de uma segunda residência, uma residência de lazer grande, de uma família grande. É uma obra, deve ter uns 400, 500 metros quadrados. É uma casa de praia, uma casa de lazer.
Le programme, quand même, c'est une maison, en fait. C'est une maison secondaire qui fait juste 400 mètres carrés, qui est donc très, très grande, pour une très, très grande famille. Eu vou mostrar depois uma construção em madeira, que é uma segunda casa de 1000 metros quadrados. Mais je vous en montrerai une plus grande encore tout à l'heure. Aí é o aspecto final, já da casa pronta. E aqui a gente pode ver a implantação. A partir daqui é a falésia e o mar. Voilà, juste là-bas, au bord de l'image, c'est la falaise. Agora é uma obra, voltando a São Paulo novamente, uma obra numa fazenda no interior de São Paulo. Ici, ici c'est un projet dans une ferme, dans la région de São Paulo. Então aqui vocês podem ver a parte dos silos, da parte é uma fazenda que planta trigo, soja, milho, de cereais. C'est une ferme céréalière. A peculiaridade dessa obra é que ela foi feita sob paredes de pisé, né? De pisé. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on a utilisé des murs, on a fait des murs en pisé. E como as paredes de terra não podem, não tem capacidade de resistir à tração, né, do vento. Et comme il y a une impossibilité ici de résister à l'attraction du vent. Nós temos barras de aço que saem da fundação e vão segurar a cobertura para a cobertura não sair voando. On ne peut pas fixer la couverture à la terre, qui n'a pas cette capacité. On doit fixer les pièces de couverture à la fondation, d'où ces tirants en acier. Aqui nós temos o esquema, né, de fixação na fundação em concreto. Voici le schéma de fixation de la charpente sur la fondation en béton. A terra só trabalha a compressão. La terre qui travaille en compression. E aqui a gente consegue ver as barras que vão até as fundações. Et là, voilà, ce filin, ce tirant qui va de la charpente jusqu'à la fondation. Aqui dá para ver bem o detalhamento, né, da fixação, a mesma coisa ali. De nouveau le détail de cette fixation, dehors et dedans. Esse é o escritório administrativo, onde fica a parte administrativa da fazenda. Ici, c'est la partie administrative de la ferme. E aí dá para a gente ver um aspecto final com as paredes em terra. Et vous voyez l'aspect final de ces murs en pisé, en terre. E a estrutura em laminado colado. Et la structure, la charpente en lamellé collé. Ainda em São Paulo, uma segunda casa também, uma casa de campo, próxima a São Paulo. Projeto do escritório MMBB, que é um escritório que trabalha muito com Paulo Mendes da Rocha. Voici un autre projet de maison. Là, c'est une maison à la campagne, faite par les architectes, des jeunes architectes qui travaillent beaucoup avec Paulo Mendes da Rocha. A característica dessa obra é que ela tem um vão de 9 metros e pouco aqui e um balanço de 3, 4 metros. La particularité de cet ouvrage, c'est qu'il y a une portée là, entre la partie massive en béton jusqu'au premier poteau de 9 mètres et ensuite un porte-à-faux de 4 mètres. Aqui o detalhe da ferragem que faz a ligação entre os elementos de madeira. Voici les ferrures qui font la liaison et le contreventement, qui permettent le contreventement des pièces de bois. Nós, além de fabricarmos a parte de madeira, nós desenhamos e fabricamos as ligações métallicas. Né? En fait, dans l'usine, on fait tout ce qui concerne le bois. C'est nous qui fabriquons, fabriquons notre lamellé collé et découpons nos pièces de bois. Mais on va jusqu'à fabriquer toutes les pièces d'assemblage en métal aussi. E aqui a estrutura pronta com o balanço de 4 metros e o vão de 9 metros aqui. Et voilà la maison avec le porte-à-faux de 4 mètres là-bas. Nessa foto fica mais claro, né? Aqui. Ouais. Nós temos um apoio aqui e um apoio aqui. En fait, on a un appui là et un autre appui là-bas. Esse é o lado oposto, né? É o lado inverso. Le côté opposé, la façade opposée à celle de la piscine.
Agora aqui é uma escola, também em São Paulo, é uma ampliação de uma escola, na verdade. Uma ampliação. Ici, on est sur un projet d'extension d'école, maintenant. A escola precisava de uma sala de artes e música. L'école avait besoin de locaux artistiques pour faire des arts plastiques et de la musique. E como é bem numa área central de São Paulo, eles conseguiram um terreno muito pequeno. Et comme c'est dans un endroit assez central à São Paulo, dans la ville, ils avaient un tout petit foncier, un tout petit terrain. E nós encaixamos a nossa estrutura entre duas paredes de divisa. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu emboîter une structure bois entre deux murs. Este é um lado, né? E esse aqui é o outro lado já da divisa. Voici, on a les deux murs ici, à chaque extrémité de l'image. Acho que aí não deve passar de 10 metros de frente. Talvez sejam, nem isso, dois tramos de 5 ou 4 e pouco. Daqui até aqui deve ter, pelo tamanho da mesa, uns 4 metros e alguma coisa. 2 fois 4 mètres. Aí já é o aspecto final da sala de artes em uso. As paredes, essas são as paredes divisas, são em blocos de concreto. Les parois latérales sont faites en blocs de béton, parpaing. E a estrutura da laje é em madeira. Et la structure du plancher est en bois. La mêlée collée toujours, d'eucalyptus. A fachada, aqui é uma fachada que é poente. Ici, c'est la façade ouest, soleil couchant. E aqui sim nós temos um brise de madeira nativa, está muito exposto ao tempo, ao sol e chuva. Et ici, on a un brise-soleil qui, lui, est en bois massif parce qu'il est très exposé à l'extérieur. Essa aqui é uma obra no Rio de Janeiro, uma pequena capela feita por um cliente particular, é uma propriedade particular. Et là, on a une petite chapelle à Rio. Dá para a gente ver a situação, aqui é o oceano, aqui tem uma via expressa, um grande morro, e ela está implantada aqui no alto dessa via expressa. On a l'océan, une voie express, et puis une sorte de mont avec boisé. Et la chapelle est dans cet environnement. Ela é uma estrutura mista, madeira, aço. Essa parte aqui é em aço. E sobre essa estrutura de aço, nós colocamos a caixa de madeira. En fait, ici, on a opté pour une ossature mixte. En fait, les pièces de support sont en acier et on est venu construire une boîte en bois sur cette structure en acier. Aqui dá para dar uma ideia boa da estrutura, né? Nós temos uma base em aço e a caixa de madeira pousada sobre essa base. Voilà cette base qui est ce triangle en acier et la boîte en bois posée sur cette base en acier. Aí já é o aspecto da capela pronta, é uma capela bem pequena para poucas pessoas. C'est une minuscule petite chapelle. E o aspecto final com a vista. Aqui tem uma ilha, né? Então ela está meio alinhada com essa ilha e o oceano. Et la vue derrière la croix donne sur une île, une petite île qui a cet endroit-là, sur l'océan. Sim. Não, a cruz, na verdade, o pilar do canto aqui. Daqui para cima não é um elemento estrutural, é um elemento, mas até aqui ela faz parte da estrutura, sim. Oui, la croix est dans le prolongement du poteau de structure en acier. Aqui é uma obra no litoral de São Paulo, ainda no estado de São Paulo, uma obra dos irmãos Nietzsche. Aqui nós temos o oceano, é uma área de vegetação muito intensa, uma região muito úmida, muito fechada de vegetação, né, muito coberta de vegetação. Un autre projet à São Paulo, dans un environnement très boisé et très humide cette fois. Essa é a primeira proposta dos arquitetos. Voici la première proposition des architectes. É uma casa C'est une de maison. praia. Hein? C'est une maison. Os arquitetos são 3 irmãos, jovens arquitetos, que trabalham conosco há muitos anos, há
desde que se formaram, né? Les architectes sont 3 frères, 3 jeunes architectes qui travaillent avec nous depuis qu'ils sont sortis de l'école. E essas são as imagens do primeiro estudo que eles fizeram. E esse estudo tinha um grande problema em relação ao clima brasileiro, especialmente desse lugar, que são esses pilares aqui, ó, sem nenhuma proteção do sol e chuva. Este pilar e este pilar aqui expostos diretamente ao sol e chuva. En fait, cette première idée, elle posait problème, notamment sur les poteaux d'extrémité, qui dans une région comme celle-là, très humide, étaient trop exposés au soleil et à la pluie. Então nós propusemos uma solução. Ce qu'on a proposé, c'est une solution qui élimine en fait les 3 poteaux qui posent problème. Então, não só a solução foi boa porque atendeu a arquitetura e atendeu ao mesmo tempo a questão da durabilidade da estrutura, ou seja, a arquitetura ficou mais interessante, a limitação do material não prejudicou a arquitetura. Ce que j'aime bien, c'est que quand la structure ne porte pas préjudice à l'architecture, en fait, quand la structure améliore l'architecture, parce que là, en fait, d'enlever ces 3 poteaux, il me semble, a beaucoup allégé l'architecture et a été bénéfique. Aqui haveria pilar, né, nessa posição, aqui e aqui. Imaginez avec 3 poteaux de plus sur chaque travée. Então, o que nós vemos aqui, esses pilares interrompidos, eles viriam até o chão e com essa vegetação aqui, eles estariam sujeitos a um desgaste muito rápido. Eu repito, se esses pilares tivessem continuado até o chão aqui, considerando a vegetação et la umidade, eles em pouco tempo teriam problemas. Si on avait prolongé ou on avait conservé ces 3 poteaux qui sont donc en façade, avec cette végétation luxuriante et humide, ils n'auraient pas tenu la route en fait. Parfait. Aqui a gente consegue ver como a vegetação ela está próxima à estrutura e ela praticamente recobre a casa. Vous voyez comment la végétation est tellement proche de la structure, c'est la végétation qui couvre en fait la maison. Aqui são os aspectos, ligação do pilar, né, que concentra muita carga, então ele tem uma espécie de captel aqui para distribuir a carga. Ça c'est le détail d'un poteau et d'une pièce qui redistribue la charge. Que é essa peça aqui. Voilà. Cette pièce. Para conseguir resistir à carga vertical, né? A carga. Bom, voltamos para a Bahia agora. Essa é uma obra na Bahia que tem a mesma situação. Nós temos aqui o mar, o mangue, que agora nós já sabemos que é. La mer, la mangrove. E a casa está aqui no alto também, olhando para o mar. É uma casa também de lazer, uma casa... Encore une maison. Ela tem uma grande fachada protegida do sol por uma espécie de muxarabi. Alors ici, on a une grande façade qui est protégée du soleil qui est constituée d'un moucharabier. É uma placa de madeira com cimento, acho que Viroc que chama o nome. Ce moucharabier est réalisé à partir de plaques de bois ciment. Ici, c'est du Viroc, en fait. É sistema pilar, uma grande longarina em madeira e a estrutura da cobertura está sobre essas grandes longarinas. On a des poteaux, des très grandes poutres, et puis ensuite la structure de la couverture, le solivage vient reposer sur ces grandes poutres. Eles usaram a obra inteira, ela utiliza esses painéis que foram usinados numa máquina CNC. Não, em outra empresa. C'est des panneaux simplement usinés et perforés. Voilà. Aqui é uma obra numa fazenda de cacau na Bahia também, no nordeste do Brasil,
é uma grande instalação para uma fazenda de cacau. Ici, c'est un ouvrage dans une ferme qui cultive du cacao. É uma estrutura que remete às construções tradicionais, os grandes galpões de fazendas, mas já é feita dentro de uma técnica atual. Là aussi, c'est un ouvrage inspiré de l'architecture agricole, hein, avec ses grandes toitures, mais évidemment réinterprété avec une technique actuelle. A estrutura aparentemente ela é simples, mas ela tem um sistema de contraventamento com pilares em forma de A. La structure a l'air simple, mais en fait, elle est à la fois porteuse et elle assure le contreventement avec ses poteaux en V, en A plutôt, en V inversé. Vocês conseguem ver daí do fundo, deixa eu até passar para o lado de cá, mas je ne sais pas si vous arrivez à voir ce détail. Parece simples a articulação dessas peças, mas não é tão simples. Elle a l'air très simple, cette articulation de pièces, mais elle n'est pas simple du tout en fait. E aqui já é um aspecto da estrutura pronta, ainda não estava totalmente concluído aqui o meio, mas já estava em uso, né? Ela é toda modulada em 8x12, são módulos de 8x12. On a une trame de 8 mètres par 12 mètres. Isso aqui não é uma treliça, é uma viga escorada, né? É um detalhe, parece uma treliça, mas não é uma treliça. Treliça. Vou ficar devendo. Bon, il me manque un mot, désolé. Je dirais pas. É o aspecto final da estrutura. Ela é uma área grande, deve ter uns 3.000 metros quadrados de construção. Ouais, avec cette structure, on a couvert 3000 mètres carrés. Agora nós voltamos para o Rio de Janeiro, é na região da Serra do Rio de Janeiro. É outra obra da Bernardes, os mesmos arquitetos daquela pequena capela que nós mostramos. Ici, c'est un projet des mêmes architectes, des architectes de la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure, Bernardes. Só que ao contrário da Petite Chapelle, é uma grande casa. Essa é uma. Mais au lieu de faire une toute petite chapelle, ici ils ont fait une immense maison. Esse é o esquema da residência. Ela tem um grande corredor central, onde que articula as diversas funções. Aqui é a parte social, os dormitórios. Le plan de la maison est assez simple, mais c'est une très grande circulation, très longue, sur laquelle viennent s'articuler toutes les fonctions de vie et les espaces de nuit. É uma estrutura mista em paredes de concreto colorido. Et là, on a une structure mixte. Les parois sont en béton teinté. Pilares em aço. Des poteaux en acier. E a cobertura em madeira, laminado colado. Et la charpente en bois lamellé collé. É uma região muito bonita, uma região da Serra, perto do Rio de Janeiro. C'est une très belle région montagneuse. C'est la montagne de Rio, près de Rio. Apesar dos acabamentos simples, assim, aparentemente simples, é uma obra de um grande rigor construtivo, assim, uma grande dificuldade de construção. Évidemment, pour arriver à cette simplicité apparente, en fait, c'est un ouvrage d'une très grande rigueur constructive. Finalmente, o último trabalho que eu vou apresentar é uma obra muito grande, que é um alojamento para estudantes. Je voudrais finir par un projet qui est un projet très important parce que c'est une école avec un internat pour des enfants. Deixa eu ver aqui. Consigo. Esse aqui é o Rio Javaés. Voilà le fleuve Javaès. Aqui é uma ilha fluvial. Une île fluviale, une île sur ce fleuve. E aqui nós temos uma grande escola mantida por uma fundação brasileira. Et ici on a une grande école.
Aqui a escola já funcionava, isso é uma ampliação. Alors, c'est une école au bord de ce fleuve qui existait et qui était en fonctionnement. C'est une fondation brésilienne qui... é vinculada a banco. En fait, c'est une banque brésilienne qui, par le biais d'une fondation, avait fait cette école. Nós estamos bem no centro do Brasil aqui, né? Brasília está pouco abaixo aqui, na transição entre o cerrado, que a gente chama, e a floresta amazônica. Ici, on est vraiment au centre du Brésil. Brasilia est un peu en bas, entre la forêt amazonienne et les zones sud-est qu'on a vues tout à l'heure. Aqui nós temos aspecto geral da escola, com as diversas instalações. É internato que no total deve abrigar em torno de 1000 crianças. Voici l'école, qui est un ensemble très grand, qui héberge à peu près 1000 enfants. E os 2 prédios que nós construímos são esses 2 aqui. Cada desses abriga 270 crianças. Sim. En fait, le projet va consister à réaliser 2 ensembles, un pour les garçons, un pour les filles, qui doit abriter chacun 275 enfants. É internato porque é uma região onde a população é muito pequena, as distâncias são muito grandes. Então, existem crianças aqui que moram a quase 100 km dessa escola. En fait, c'est une région très peu peuplée. Et nombre de ces enfants, ou des familles de ces enfants, vivent à plus de 100 km de cet endroit. Et ces enfants sont scolarisés ici. D'où cet ensemble très complet, avec internat, où les enfants, finalement, ils rentrent chez eux ils rentrent pas chez eux tous les week-ends, quoi. Ils restent là 6 mois s'il faut. É uma escola agrícola e as crianças são, sobretudo, crianças indígenas. C'est une école à vocation agricole. C'est des études agricoles. Et les enfants sont... metade filhos de índios e metade de pequenos proprietários rurais, de pequenas propriedades rurais. Et qui sont pour moitié des enfants d'indigènes. Essa é a planta do térreo, onde estão os quartos, os dormitórios. Cada dormitório é para 6 crianças. Voici le plan d'un des ensembles, avec les dortoirs, 6 enfants par dortoir. E como nós temos uma grande cobertura, na parte da cobertura é mais alta, tem as áreas em comum, as áreas de estudo, de jogos. Et en fait, donc les enfants dorment en bas. Et comme ensuite on couvre avec une très grande couverture, une couverture qui présente une inclinaison, sous les parties les plus hautes de cette couverture, on a des espaces plus libres de jeu, mais aussi les espaces d'études. Aqui já são aspectos da construção. Os 2 prédios, o total da área dos 2 prédios é 26.000 metros quadrados. Les 2 ensembles totalisent 26 000 mètres carrés. Provavelmente, não sei se em volume, mas a área é a maior obra de madeira do Brasil. 26.000 metros, acho que é a maior. Voilà, ce projet-là, c'est le plus grand projet en bois du Brésil, qu'on ait réalisé au Brésil. Aqui a gente consegue ver a sequência da montagem. Então, primeiro avança a estrutura de madeira, logo em seguida vem a cobertura. En fait, le montage, c'est d'abord les pièces de bois, la charpente, poteau, charpente, et ensuite la couverture. É importante notar que é uma região onde as temperaturas são sempre muito elevadas, elas chegam a 42 graus. Ici, on a quand même des températures très élevées qui avoisinent 40 degrés. A ideia do projeto é criar uma grande cobertura, nós precisamos de sombra lá, né, basicamente. L'idée de ce projet, c'est de faire une grande couverture. En fait, c'est une ombrière pour venir faire de l'ombre. Aí nós já está começando a montar o brise do lado do poente, que é onde bate muito sol. Ici, c'est le montage du brise-soleil côté ouest, là où le soleil cogne le plus. E aí é um aspecto do conjunto que dá para ter uma ideia. Nós temos aqui de pilar
Os extremos, 165 metros. Le bâtiment entre les deux poteaux des extrémités fait 165 mètres de long. As paredes, elas são feitas de tijolos de cimento com terra, né, terra e cimento. As paredes da base do resto do Sim. chão. Todas as paredes aqui são de... A ideia era fazer com adobe, por um problema de prazo, foi feito terra com um tijolo de terra com cimento. Les pièces en bas, qui sont les dortoirs, sont faits de murs de briques. On devait les faire en terre et puis pour des raisons économiques et de temps, ça a été réalisé en briques. O assentamento do tijolo com essa forma, deixando os vazios, é tradicional na região, vem da arquitetura vernacular. Et le moucharabier, ce dessin de moucharabier, d'assemblage de briques et d'appareillage de briques, vient des dessins de l'architecture vernaculaire. Aqui a gente consegue ver bem os detalhes. Esse desenho foi montado a partir de desenhos que foram achados na região. C'est un dessin qui n'est pas aléatoire, c'est un dessin qu'on retrouve plus loin dans le projet et qui vient de dessins de pièces qu'on a trouvées dans la région. O sistema construtivo é muito simples. O prédio todo é modulado em 5,90 por 5,90 metros. Le système constructif est très très simple. C'est une trame de 5,90 par 5,90. Esse é o aspecto da ligação dos pilares com a cobertura. Voici le détail d'assemblage des poteaux avec la charpente et la couverture. Aqui a gente pode ver toda a água pluvial é recolhida num e daqui a água caminha de volta para o Javaés. Eu não sei se vocês conseguem ver, aqui tem en fait, on recueille les eaux pluviales dans une sorte de caniveau qui forme un petit bassin. Aqui novamente é o detalhe da cobertura. De nouveau, le détail de la couverture. Et en bas, le mur à moucharabier. Esses pilares que são mais esbeltos, eles têm um reforço no meio deles para evitar o problema de flambagem. Les poteaux, qui sont très sveltes, très effilés, ont un renfort au milieu pour éviter le flambement. Esse é o sistema de montagem da escada, que tem uma importância muito grande dentro do projeto. É uma escada muito... tem um valor quase escultórico. Voici le dessin du montage de l'escalier. L'escalier est un endroit très important dans le projet. C'est comme une sorte de sculpture dans le projet. Aí são os jardins internos, né, que reproduzem a vegetação local. Aqui nós estamos no dia de chuva, né? Voici les jardins intérieurs, là, des grands patios qui reprennent la végétation extérieure et des grands bancs. Ah, sim, importante. Ici, on est un jour de pluie. Os bancos que estão diretamente expostos ao tempo são de madeira da Amazônia, madeira densa da Amazônia. Et donc, on utilise quand même encore un peu de bois d'Amazonie, par exemple pour ces grands bancs qui sont exposés directement à la pluie, toutes les autres structures en bois étant bien sûr protégées de la pluie. Aqui é um dia de chuva forte, lá quando o ano todo é muito quente e tem um período de muita seca e um período de muita chuva. L'année est très chaude, toute l'année, mais on a une période de pluie très forte et une période de sécheresse très forte aussi. Aqui nós vemos a água chegando naquele córrego que daí vai correr para o rio. Et voici l'eau qui est canalisée pour qu'elle puisse retourner jusqu'au fleuve. Aqui é importante notar também que o pilar está bem afastado da fundação por causa da água e da lavagem do piso. Vous voyez qu'avec la présence de l'eau, il est toujours important d'éloigner le pied de poteau du sol. E é isso. Espero que tenha conseguido apresentar uma ideia de um trabalho que é muito maior que esse, mas espero que tenha sido
conseguir mostrar um pouco do que a gente faz. J'espère que j'ai réussi à vous montrer au moins une partie d'un travail qui, bien sûr, est plus conséquent, mais je voulais vous en montrer une partie ce soir. Eu queria agradecer especialmente a você. Foi muito melhor você falando do que eu. Ah, il voudrait que je traduise, je suis gênée, mais il dit que j'ai traduit, que j'ai mieux parlé que lui, ce qui n'est pas vrai en fait, c'est faux. Non, non. Na próxima vez você faz para mim direto, eu não preciso falar, você fala. Oh, merci pour la traduction. Merci. Pour moi, il n'a pas traduit. Merci. Merci. Ça marche? Ouais. Je vais me reconvertir en fait. Vous avez des questions pour Monsieur Elio Olga? Je vais commencer moi. J'ai une question toute simple, c'est pouvez-vous nous dire à peu près au niveau du climat, en fait, les températures qu'il y a, c'est lié un peu aux maisons qu'on a vues, aux habitats très ouverts, tout ça, et puis une façon de vivre peut-être sur le climat, donc les températures minimales et maximales qu'on a au Brésil dans ces sites et voilà, ces images qu'on a vues. Vimos umas arquiteturas muito abertas, sem paredes. Pode indicar, já indicou, mas melhor quais são as temperaturas mais altas e mais baixas do país? Acho que se a gente conseguisse voltar naquela primeira imagem, será que a gente consegue? Acho que... logo a primeira, eu acho. Vamos chegar lá. A questão do clima. Na verdade, o Brasil ele tem uma diversidade de população e de clima muito grande. La question du climat, c'est une grande question parce que le Brésil est très grand, donc il y a une variété quand même de climat et voilà, très très importante. Toute cette région ici, ce sont des températures qui montent très haut. Et deux saisons, saison des pluies, saison de la sécheresse. Les pluies en été. Les habitants de cette région disent on est en hiver, il pleut, mais en fait c'est l'été où il pleut. Un peu plus au sud, là on a un climat tempéré. Même on arrive parfois dans cette région du sud à avoir un peu de neige. Il arrive. Mais dans l'ensemble, la réponse architecturale au climat, c'est de faire de l'ombre, donc d'avoir des grandes couvertures, et de laisser circuler l'air, donc de faire de la ventilation naturelle. C'est le contraire de chez vous. Nous, on fuit le soleil, en fait. Bonjour. Du coup, ma question elle porterait un peu sur le lien entre justement maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Et
je me suis posé la question de, compte tenu du savoir-faire par rapport à la construction en bois que vous avez avec votre structure, quelle est la place que vous occupez dans la conception avec les architectes avec qui vous travaillez, puisque j'imagine que vous avez des connaissances et des compétences qui peuvent compléter ce travail de l'architecte, et donc quelle est votre place dans la conception avec les architectes? A pergunta é sobre a relação entre arquitetos e clientes e sobre a relação também quanto à sua sim, o seu saber, a sua capacidade em construção de madeira. Qual é a relação precisa com o arquiteto? Não, vou eu traduzir. Na verdade, a gente atua de duas formas junto ao arquiteto. Quant à la relation avec l'architecte, nous on travaille de deux manières. No primeiro contato, apresento o material da madeira propriamente dita, né? Moi, quand je rencontre un architecte, je lui présente le matériau. Poucas escolas de engenharia e arquitetura no Brasil lidam com a madeira como um material de construção viável economicamente e viável tecnicamente. Il y a peu d'enseignements là-dessus. Les écoles d'architecture et d'ingénierie considèrent peu que le bois soit un matériau viable techniquement et viable économiquement. A outra forma que a gente atua junto com os arquitetos, e aí varia muito em função do arquiteto. Donc ça, voilà, c'est une première approche. J'informe l'architecte, je lui présente le matériau. Et le deuxième point, eh bien, ça varie beaucoup en fonction des architectes. Alguns arquitetos, como Mauro Munhoz, o balanço lá de 12 metros. Certains architectes, comme Mauro Munhoz, celui qui a fait le Arras, le préau là, de 25 mètres, Antes de começar projeto, ele já me chama e conversa sobre as possibilidades do projeto, que arranjo estrutural que a gente possa usar. Avant de commencer un projet, lui, il m'appelle et on travaille en conversation. On formule des hypothèses structurelles et spatiales ensemble, en parlant. Outros arquitetos, como no caso dessa última obra que eu mostrei, D'autres architectes, comme ceux de ce dernier projet de l'école que j'ai montré, que é o Gustavo Trabo e o Pedro, eles são jovens arquitetos que já tinham conhecido, eles já tinham participado de um evento parecido com esse comigo. ce sont eux des jeunes architectes. Et ils avaient été à votre place, ils m'avaient entendu quelque part parler de mon travail. O projeto, esse último projeto que eu mostrei, apesar de ser um projeto muito grande, ele é um projeto simples. Et donc, en dépit d'être un projet très grand, en mètres carrés, en surface, c'est un projet très simple. Ele já foi pensado dentro de um sistema construtivo que a gente já vinha usando e eles tinham conhecimento disso. Il a été pensé par eux, en fait, d'une manière qui était déjà en connaissance un peu de notre travail. Donc, Como era uma obra que tinha que ter um baixo custo, ela precisava usar o sistema construtivo da forma mais eficiente possível. et comme ils avaient... c'est quand même un projet très économique, malgré les apparences, c'est le dernier. Ils avaient donc déjà un peu travaillé à partir de ce qu'ils savaient de mon travail sur un système constructif très simple et très répétitif. Tem terceiro tipo de arquiteto, Il y a quand même un troisième type d'architecte, ou une troisième catégorie d'architectes. que não considera a estrutura uma coisa importante. Ce sont ceux qui considèrent que la structure n'est pas quelque chose d'important. Alors ceux-là, c'est les plus difficiles. Oui, bonjour. J'avais une question sur la... Est-ce qu'au Brésil, il y a de la commande publique? Est-ce que vous êtes soumis à la concurrence? Et par là, derrière, c'est savoir si vous faites à la fois les études et après, en tant qu'entreprise, est-ce que vous êtes mis en concurrence ou vous suivez du coup le projet de la conception, de l'étude jusqu'à la réalisation? Voilà. Est-ce que du coup, c'est verrouillé du début à la fin ou vous pouvez scinder les missions? Programas de Estado
onde a ITA construtora ou a engenharia e também vai construir. Cá em França as coisas estão separadas. Tudo o que faz parte do estudo, da concepção, é diferente da parte de execução. No Brasil, como é que é quando é uma obra pública? La question des marchés publics au Brésil est très compliquée. En fait, nous, on ne fait jamais de bâtiments publics. En fait, les projets les plus publics, là, comme le dernier, ils ont une dimension publique, mais en fait, ce sont le maître d'ouvrage, c'est une fondation qui est liée d'une certaine manière à l'État et au service public, mais absolument pas de la même manière qu'ici en Europe et en France. Et même dans ce cas-là, ce qui compte toujours, ce qui passe la plupart du temps devant, le premier critère, c'est celui du prix. Voilà. Et la qualité, très souvent, s'en ressent. Est-ce que j'ai répondu? Peut-être oui, très bien, très bien. C'est pas facile comme question. Non, c'est pas facile. Juste deux petites questions beaucoup plus simples. Savoir, est-ce que l'eucalyptus a une odeur dans des maisons et savoir s'il est traité, si on a besoin d'y appliquer une lasure, parce que ça a l'air de sentir bon comme ça sur les images. Et savoir et la sous-face blanche aussi. Chaque fois, les projets ont des sous-faces blanches tendues. J'aimerais bien savoir quel matériau résiste à l'humidité et qui a ce rendu tendu comme ça. Se o eucalipto tem cheiro particular, porque as imagens que ele viu cheiram muito bem ou se é preciso também aplicar algum produto no eucalipto. E a outra pergunta é qual é o material dessas superfícies brancas dos tetos? A superfície do teto são telhas de aço com isolamento de La plupart des couvertures sont des bacs acier avec un polyuréthane. Ça, c'est pour la surface blanche. E a madeira, a gente tem uma visão de usar o mínimo de material impregnante com veneno. Alors, et quant au bois, bon, on le traite pas, ou le minimum, on a envie d'y injecter ou de le traiter le moins possible, avec le moins de substances possible. O eucalipto tem uma resistência razoável aos insetos? L'eucalyptus a une résistance assez correcte aux insectes, enfin à l'attaque des insectes, donc on le traite pas. Mais... Et parfois quand même, on est obligé d'y appliquer un produit. On essaie de faire en sorte qu'il ait le minimum d'impact. Désolée de vous décevoir, mais l'eucalyptus n'a pas d'odeur. En tout cas, comparé aux bois massifs d'Amazonie, qui ont des odeurs incroyables, l'eucalyptus, presque pas. Ouais, malheureusement. Prolonge un petit peu la question qui a été posée sur l'eucalyptus. Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs dans le monde, d'autres constructeurs qui ont recours à ce matériau? Quel est le retour d'expérience sur l'eucalyptus comme matériau de construction? Parce que c'est très intéressant. Je pense à un pays comme l'Afrique du Sud, où les forêts d'eucalyptus sont extrêmement répandues, mais pour l'usage de la papeterie ou des usages de mobilier, pas pour la construction. Qual é o nível de experiência de usar o eucalipto em maneira de construção? Porque eucalipto há muito
em África do Sul há muito eucalipto. No entanto, eu acho que não é usado muito em nível de construção. Se já há uma experiência do envelhecimento. Alguma experiência na Espanha. Algum fabricante na Espanha. Acho que Nova Zelândia e Austrália. E o Brasil é onde mais se usa há mais tempo. Il y a quand même un usage de l'eucalyptus en Espagne, un peu, en Nouvelle-Zélande aussi, mais peut-être qu'au Brésil, c'est là qu'on l'utilise depuis le plus longtemps, en fait. Il y a diverses essences d'eucalyptus. Et au Brésil aussi, l'eucalyptus est surtout utilisé dans la papeterie. Também por questões sociais, elas desenvolveram clones de eucalipto adequados para a construção civil. Petit à petit, pour des questions de résistance environnementale aussi, entre guillemets, il y a des essences nouvelles qui ont été, hybridées pour faire des eucalyptus qui soient beaucoup plus propres, beaucoup plus propices à la construction. Fait des études pendant quelques années avec l'université de Sao Paulo sur cet eucalyptus-là, qui était destiné à la construction, au sillage et donc à la construction. Et donc avec notre lamellé collé, bien sûr, on a fait beaucoup de tests sur l'inondabilité, la résistance au feu. Et c'est quand même à partir seulement des résultats de ces essais qu'on a commencé à en produire, nous, enfin à l'utiliser de manière précise. Moi, je crois que le futur de la construction en lamellé collé, de la production de lamellé collé, c'est l'eucalyptus au Brésil et non plus le sapin. Parce que les résineux au Brésil, ils poussent trop vite avec la chaleur et leurs cercles de croissance là, sont trop rapides. Et ça fait un bois peu dense et qui a beaucoup moins de propriétés que l'eucalyptus. C'est très difficile de trouver un pin pour de la construction au Brésil. Enfin, de construire en pin. Oui, moi je vais prolonger sur l'eucalyptus. Il semble que lorsqu'on voit toutes ces images, les proportions des structures, des porte-à-faux, les épaisseurs, la finesse des éléments porteurs sont assez fins, peut-être proches même de ce qu'on fait en Europe avec le métal. Donc la question c'est, est-ce que c'est dû aux capacités physiques de l'eucalyptus, ce qui vient d'être dit? Est-ce que c'est lié à des normes différentes au Brésil et en Europe? Éventuellement le fait qu'il n'y ait peut-être pas la neige à porter ce genre de charge, et peut-être est-ce que c'est les deux en même temps? O Brasil tem algumas vantagens. Nós não temos terremoto, nós não temos neve, nós não temos ventos muito altos, velocidade de vento muito alta. Le Brésil a plein d'avantages. On n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas de neige et on n'a pas de vent qui souffle des vitesses dangereuses. Et le quatrième point, c'est que la réglementation n'est pas du tout aussi rigoureuse qu'ici. Mas, no caso específico da madeira laminada colada, a atual regulamentação é muito semelhante ao europeu. Ela
Mais concernant le lamellé collé, quand même la réglementation elle est très proche des eurocodes. Realmente as peças são mais esbeltas em função dos carregamentos serem menores, né? Mais les pièces sont beaucoup plus sveltes, c'est vrai, c'est grâce aux surcharges qui sont moindres. E a resistência mecânica das peças é maior também, então a gente consegue seções. Et la résistance mécanique des pièces de bois est plus élevée aussi en eucalyptus. Alors, bonjour. Vous disiez vous inscrire dans une démarche plutôt vertueuse en termes d'écologie. Et je me posais la question, notamment pour le lamellé collé, du type de colle utilisé. Parce que, enfin, on le sait, en tout cas en Europe, que certaines colles sont chimiques et très gênantes pour l'écologie. Nós usamos uma cola o poliuretano, que entre as colas é a que tem a menor pegada, a menor carga ambiental negativa. Oui, on utilise une colle, évidemment, c'est une colle polyuréthane. Entre toutes les colles, on utilise celle qui est la moins nocive, mais ça reste une colle. Das colas existentes hoje é a que tem menor impacto. C'est celle qui a l'impact minimum. Acho que eu vou falar alguma coisa que eles não perguntaram. Je peux dire quelque chose, même si ça ne correspond pas à une question. Hoje, o importante da intensificação do uso da madeira laminada colada de eucalipto é barrar a exploração ilegal da madeira da Amazônia. En fait, pour moi, l'usage du lamellé collé d'eucalyptus, c'est aussi un acte qui vise à contrer l'exploitation illégale du bois d'Amazonie. A madeira tropical, sem os procedimentos corretos do ponto de vista ambiental, ainda é muito barata. Parce que le bois tropical, qui n'est pas tracé, qui passe pas par les circuits officiels, il est très bon marché au Brésil, on peut en trouver. A oportunidade, se o eucalipto conseguir, se o laminado colado de eucalipto custar menos que essa madeira, Et si on arrive à faire du lamellé collé d'eucalyptus moins cher que ce bois qui est bradé et qui est très précieux, provavelmente a gente vai conseguir conter essa exploração ilegal, porque não vai ter mais massa incorporada. bien on pourrait enrayer cette espèce de processus. Oui, bonsoir. Oui. Ok, ma question c'est également sur les eucalyptus. Il y en a beaucoup au Cameroun, là où je viens. Il y en a beaucoup, mais on leur reproche d'assécher les sols. Alors je ne sais pas si on a exactement le même problème au Brésil. Ça c'est la première question. La deuxième? Attends, on peut répondre à la première? Oui, oui. J'ai oublié. Ok. A questão da demanda por água. Sim. Demanda muita água. Então, realmente, o eucalipto, se ele é plantado numa região onde existe uma deficiência hídrica mesmo, ele pode causar... Oui, n'importe quelle espèce à croissance rapide va nécessiter beaucoup d'eau. Et donc effectivement, quand on a un arbre ou une essence qui pousse sur un sol qui est fragile en eau, ça peut poser des problèmes et des grands dérèglements. A obtenção da madeira, tanto plantada quanto nativa, ela tem que obedecer critérios ambientais, ou seja, não é porque é uma madeira nativa que ela é ruim, nem uma madeira plantada é boa. Você pode ter os dois casos, uma madeira nativa de ótima qualidade ambiental e uma madeira plantada que seja um problema ambiental. Depende, cada projeto tem que ser pensado em função da condição local. Desculpa, foi uma frase muito... Foi uma phrase muito longue. Non, mais on peut, du coup, avoir... Il n'y a pas de caractéristiques plus affectées au bois endogène ou au bois de plantation
au bois naturel ou au bois de plantation, c'est que parfois on peut avoir un bois de plantation qui se comporte mieux vis-à-vis du sol qu'un bois qui serait endogène, qui pousse naturellement. Et parfois c'est le contraire. Donc il n'y a pas vraiment une règle là-dessus. Mas no Brasil esse problema d'água? Nas regiões, por exemplo, nessas regiões aqui, ó, nessa costa aqui e mesmo aqui, que são regiões muito próximas do mar e muito úmidas, a abundância de água é tão grande que não prejudica. Dans les régions évidemment côtières, dans les projets qu'on a montrés, il n'y a pas de préjudice puisque le sol il est gorgé d'eau. Mais dans les régions centrales du Brésil, on peut retrouver des problèmes peut-être similaires à ceux du Cameroun. Au sud de Bahia et au sud de Sao Paulo, ce sont des régions quand même très très humides. Donc c'est des régions très adaptées à la plantation d'eucalyptus. Et la deuxième question? Oui, la deuxième question est celle de savoir, j'ai constaté là qu'il y a beaucoup d'expérience, que monsieur a beaucoup d'expérience dans le travail avec le bois. Est-ce qu'avec le temps, les constructions en bois est-ce qu'il peut dire que les constructions en bois se sont démocratisées au Brésil? Aujourd'hui encore, il y a quand même encore une barrière qui est celle du coût. Par exemple, en plus notre entreprise qui est assez petite, on est une quarantaine tout compris, c'est la plus grande entreprise du Brésil. Et l'automatisation des process est encore faible. On ne peut pas comparer avec l'Europe, par exemple. Mais je crois que si d'autres usines un peu plus grandes s'implantent, ce qui devrait arriver, eh bien, on aura finalement le bois le moins cher du monde. Avec ces usines, on pourra démocratiser ces constructions, enfin, pour se multiplier. Oui. Et sur la question de l'habitat populaire, comme les constructions en bois dans l'habitat populaire sont souvent assimilées à des constructions un peu fragiles, de mauvaise qualité, finalement, quand les constructeurs de maisons modestes en bois vont cacher le bois. Le bois ne va pas du tout être mis en valeur comme dans les projets montrés ce soir. Je peux poser une dernière avant de passer au micro. Promis, c'est la dernière. Au Cameroun, on a exactement le même problème. Chaque fois qu'on veut construire en bois, on brandit l'argument du coût. Du coup, j'aimerais savoir pour nous, parce que nous sommes au courant de l'existence des travaux comme ceux-là sur le bois. C'est toujours le même problème. Comment est-ce qu'on peut faire pour introduire l'utilisation du bois le plus fréquemment possible? Je ne sais pas, avec le recul, comment est-ce que nous, on peut procéder au Cameroun? Merci. Moi, je pense que ça passe par une question d'éducation.
Il faut que les architectes, les ingénieurs comprennent un peu mieux l'importance environnementale de ce matériau. Moi, je discute avec beaucoup d'architectes au Brésil et même des ingénieurs qui trouvent que le bois, c'est surtout un problème. Voilà, il faut introduire la culture du bois et peut-être aujourd'hui on pense que construire en bois pour un habitat pour tous, c'est ça y est, je me suis perdue. La phrase était trop longue. Não, a ideia é que se a gente mesmo, né, os profissionais que estão na área, não assumirem a ideia de que a madeira é uma alternativa boa. En fait, il faut que les professionnels y croient, quoi. Ils croient à cette alternative d'abord. Parce que si nous, on n'y croit pas... Le client, l'usager, l'habitant, c'est pas lui qui va s'en convaincre, en fait. Mais moi, je travaille même avec d'autres fabricants, des fabricants qui font des murs à ossature bois à toute petite échelle. Et quand ils en parlent, ils disent « Regarde, mon produit, il tient la route, on dirait même pas du bois ». Donc, si nous, on n'en est pas fiers et qu'on le porte pas, ça ne passera pas. Oui, j'avais une question, c'est comment, avec le contexte politique actuel favorisant l'exploitation du bois tropical, est-ce que cette volonté de démocratisation de la construction bois avec de l'eucalyptus, enfin, comment ça se place, comment ça se situe dans ce contexte politique qui vient un peu à l'envers de cette tangente? L'autre jour, j'ai utilisé une image qui est la suivante. En ce moment, j'ai la sensation que je me tiens sur un plancher et le plancher s'ouvre, se fissure et je tombe. J'appartiens à une génération qui a vécu sous une dictature. On avait un projet pour notre pays. Passei 30 anos da minha vida na Amazônia junto com WWF, Greenpeace, lutando pela preservação da Amazônia. J'ai passé 30 ans de ma vie en Amazonie avec Greenpeace en train de lutter pour cette cause. Et je vois bien aujourd'hui cette situation qui est en train d'être détruite. Tout ce qu'on a acquis à force de lutte et de mort, tout est en train d'être oublié très vite. Notre ministre de l'Environnement, que j'ai le malheur de connaître personnellement, et il a fait une déclaration en demandant mais qui était Chico Mendes? Chico Mendes, ici dans cette région où j'ai travaillé longtemps à prélever du bois,
Chico Mendes a réussi à interrompre Il a réussi avec les populations locales à maintenir une activité d'exploitation du caoutchouc et il a été assassiné. Aujourd'hui, une partie des militants pour l'environnement font partie d'une association qui s'appelle Chico Mendes. Et notre ministre de l'Environnement, il dit je ne sais pas qui est Chico Mendes. Le plus grave, c'est que notre gouvernement est en train d'assurer à ceux qui sont en train de faire des choses illégales que ça ne sera plus combattu. Je suis désolée d'avoir de si mauvaises nouvelles, mais la situation, c'est celle-là. Bonjour, merci pour ce commentaire assez poignant, de nous tenir au courant de ce qui se passe, et même si je pense qu'on est un peu tous au courant. Justement par rapport à votre éthique écologique et notamment le bois d'Amazonie, parce que notamment dans votre dernier projet, vous avez dit que vous l'utilisiez encore, notamment pour le mobilier. Donc, je voulais savoir si à terme vous vouliez justement arrêter de l'utiliser et si vous aviez trouvé notamment un bois qui pouvait éventuellement avoir les mêmes propriétés et qui pouvait être utilisé en extérieur ou des choses comme ça. Si vous avez déjà essayé de... certas partes, os bancos da escola, existe uma alternativa para outra madeira, a não ser essa madeira exótica? Para a madeira usada diretamente sob sol e chuva, a densidade precisa ser 1000 a 1200 kg/m3. Pour qu'un bois résiste aux intempéries, il faut que sa densité soit de 1000 à 1300 kg du mètre cube. E essa madeira, com essa densidade, vai ser sempre uma madeira tropical da Amazônia. Et pour qu'un bois ait une telle densité, il n'y a que le bois d'Amazonie. Para esse uso, eu não vejo problema, desde que a madeira seja obtida da forma correta. Mais moi, je ne vois pas de problème à l'utiliser pour cet usage-là uniquement, dès lors que c'est fait dans les bonnes proportions et de manière propre. L'alternative serait d'utiliser un bois de qualité moindre ou de densité moindre, mais il faudrait le traiter chimiquement. Peut-être que voilà, environnementale, enfin sur la balance environnementale, ce serait pire en fait. Mais d'une manière générale, dans mon travail, dans notre travail sur cette question environnementale, elle cherche pas la totalité, elle cherche le moins agressif possible. Mais toute activité, dès qu'on bouge, on a un impact. Mais concernant le bois, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que son impact par rapport au métal ou au béton est très moindre, très inférieur. Voilà, il n'en reste pas moins qu'il en a un.
Eh bien, merci.